Donc moi aussi je suis très heureux d'avoir été retenu comme ma proposition et retenu l'attention de la Fondation. Et effectivement, derrière le titre barbare, les capitales autochtones contre la révolution tentative de la banque, il s'agit d'évoquer les relations bancaires des années 60 à aujourd'hui en partant d'un terrain fait autour du Crédit Agricole et qui pour moi est un vieux terrain parce qu'en fait j'ai fait cette enquête de terrain à partir de 2007, surtout jusqu'à 2012-13 et en fait j'ai tellement été surpris par les agriculteurs que je voyais sur ce Crédit Agricole que j'ai d'abord enquêté sur j'ai déplacé mon travail sur les agriculteurs et donc je reviens aujourd'hui à ces données. Et j'insiste là-dessus, c'est un programme collectif de recherche qui est collectif à double sens, parce qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes sur cette zone qu'est le Châtillonnais en Bourgogne, des années 60 à aujourd'hui. Donc on bénéficie d'énormément d'archives et d'enquêtes qui permettent d'appuyer un regard socio-historique et aussi sur les relations bancaires et sur les groupes agricoles notamment. Et donc pourquoi s'intéresser au crédit ou à la banque dans les zones rurales? Il me semble qu'il y a plusieurs intérêts importants. Le premier sur le fait que les zones rurales sont décrites dans la sociologie comme des zones de forte interconnaissance sociale. Or, dans les processus de crédit, notamment en anthropologie économique, en histoire économique, sur les fondations des systèmes bancaires, des systèmes de crédit, la place de l'interconnaissance et de l'économie de face à face, dont on a pu parler aussi ce matin, est centrale. Et donc, comment a pu opérer cette économie de l'interconnaissance pour les systèmes bancaires. Deuxième point intéressant, le Crédit Agricole, banque singulière, mutuelle, qui s'est justement fondée, comme on le verra, à partir d'un maillage très fin à l'échelle du canton, des caisses locales, et qui a mis en place une économie de face à face dans l'octroi du crédit dans ses premières périodes. Et le troisième point, la littérature en sociologie économique insiste beaucoup sur la révolution quantitative de la banque de détail, avec ce que moi j'ai pu appeler une économie de l'identification économique, où justement on passe des formes de l'interconnaissance pour capter l'information économique à un système de papier basé sur d'autres institutions, les impôts, les feuilles d'impôts, la comptabilité, les salaires, les diplômes, qui permettent de sortir l'information économique de la relation de face à face pour baser des jugements économiques sur et octroyer des prêts. Donc du coup, mon histoire, c'est comment, dans un cas singulier, donc sur une enquête de terrain et une monographie, toutes ces opérations de mutation des formes bancaires ont pu être actives ou pas. Et cette idée de capital autochtone, effectivement, dans la littérature aussi, c'est formé par Jean-Boredon, Jean-Noël Rothschild ou Nicolas Renaï. L'idée du capital d'autochtonie a fonctionné un peu comme un capital social des pauvres. Moi, je trouve que c'est mal dit, mais c'est un capital social spatialisé dans un territoire, et les bourgeois ont aussi du capital d'autochtonie. Mais effectivement, parfois, les personnes des classes populaires ont moins de réseaux sociaux à des échelles larges territorialement. Et donc c'est voir comment ce capital d'autochtonie a pu ou pas jouer contre les systèmes de mise en place des réformes bancaires successives. Donc mon terrain, pour le présenter rapidement, c'est donc le Châtillonnais en Bourgogne. Ça représente en gros 20-25 000 personnes sur la taille de 6 cantons. Ce qui est important, c'est que c'est une campagne agricole et industrielle. Et moi je tiens beaucoup à préciser ça dans un espace social que moi j'appelle localisé, c'est-à-dire où les frontières de classe sont un peu déplacées par rapport aux grandes métropoles et encore plus encore Paris, puisqu'on a une grande bourgeoisie qui est encore là, mais juste de manière en villégiature dans les anciens châteaux qui ont été revendus à des Suisses, des Anglais, qui n'ont plus de prise sur l'espace politique et économique local. Et donc ceux qui tiennent le haut du pavé, c'est les petits bourgeois, les agriculteurs, les indépendants, et des groupes sociaux largement surreprésentés que sont les classes populaires, avec une vacance des catégories supérieures du pôle culturel, pour reprendre les mots de Pierre Bourdieu sur l'espace social. Donc on a une économie tenue par l'économie présentielle assez classique, de petits commerces et d'entreprises de bâtiments, d'artisanat, puis surtout une agriculture forte, marquée par la céréaliculture et historiquement aussi le lait. Et une exploitation du bois. Donc c'est ceux-là qui forment cette petite bourgeoisie économique, qui forment les personnels, enfin les catégories, notamment pour les postes électifs d'élus qui sont surreprésentés. Je vais rapidement faire une petite histoire du Crédit Agricole pour que vous compreniez d'où je parle, et pour arriver au point
final, qui a une très large surdomination en termes de part de marché du crédit agricole dans ces zones rurales, qui tiennent 80% de la clientèle agricole et 30 à 50% du marché des professionnels et de la clientèle particulière. En effet, il y a un point qui est important, puisque c'est articulé avec ce système d'économie de face à face et de captation de l'information économique à travers les réseaux constitués. Donc il y a tous les travaux de Gilles Postel-Vinet sur le crédit notarial, qui passe justement, les notaires savent qui a de l'épargne, qui a besoin. Donc c'est lui qui, d'une certaine manière, met du rouage dans la formation économique et qui la partage à l'échelle des notaires et qui donc distribue les possibilités de crédit. Il y a toute une littérature aussi, mais qui évoque plus qui ne l'étudie, toutes les pratiques de la soudure, des ardoises chez les commerçants. Il y a une super thèse qui commence sur les ardoises auprès des cafetiers qui se perdurent dans les zones rurales. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est plus des ardoises pour des gens qui ont besoin, qui n'ont pas de quoi payer leur demi, c'est des ardoises pour créer des collectifs amicaux. Donc le crédit prend une forme de création de groupes sociaux beaucoup plus que d'aide économique, et c'est là-dessus que joue pour moi cette idée de l'économie de face à face. Mais persiste dans la littérature, alors qu'il y a une place très importante du crédit dans les zones rurales, avérée historiquement, même si encore à étudier, mais il persiste dans la littérature dans les années 50-60 l'idée d'un retard du crédit des zones rurales comparativement aux zones urbaines, autour de la mise en place des crédits à la consommation notamment, d'un retard de l'équipement dans les mondes ruraux, donc il y aura moins de crédit. Or, justement, l'enquête de la RCP du Châtillonnais, qui est un gros programme d'études, il y a une RCP en Châtillonnais, parce que le Lévi-Strauss a une résidence secondaire dans le Châtillonnais, donc il a orienté les recherches sur ces zones de prédilection. Et donc, on a une étude sur les pratiques bancaires et les pratiques économiques des années 60, et là, on trouve, en fait, une surbancarisation, comparativement aux moyennes nationales, du Châtillonnais et probablement de toutes les zones agricoles, et liées notamment à l'implantation du crédit agricole, et bien sûr il y a aussi les comptes chèques postaux qui sont assez développés. Donc à l'inverse, on pourrait dire, à travers le crédit agricole, le développement des agences et le soutien à la modernisation agricole, on a eu une population agricole bancarisée plus tôt que le reste de la population française, et donc plus avertie du point de vue de l'information économique dans le cas des espaces ruraux. Donc, il semble peu évident de démontrer un retard financier dans les pratiques économiques dans les campagnes aujourd'hui, avec les études qu'on peut ressortir de ces enquêtes passées. Et donc il y a eu une bancarisation assez généralisée du monde agricole et très précoce, puisque le crédit agricole a fonctionné prioritairement comme une machine à faire des prêts pour la modernisation, et cette bancarisation elle a été aussi accélérée par ce qu'ils appelaient la paye du lait, dans la mesure où les collecteurs de lait payaient mensuellement par chèque les exploitants, et que donc il fallait bien déposer ce chèque quelque part. Donc même ceux qui n'avaient pas recours au crédit agricole par la logique des prêts, il y avait recours par la logique des chèques qui payaient, et c'est aussi un truc classique de la bancarisation, c'est notamment les grandes entreprises qui ont commencé à payer par chèque, et qui ont obligé leurs salariés à se bancariser rapidement dans les années 60. Donc c'est toute une histoire connue, là je ne développe pas plus. Et donc du coup, le développement après la généralisation jusqu'à une banque universelle du crédit agricole est aussi bien écrite par André Guélin justement, notamment jusqu'aux années 90. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus même si le crédit agricole a longtemps eu un monopole dans la distribution des crédits agricoles et des aides à l'agriculture, aujourd'hui ce n'est plus le cas, mais face à cette histoire, il garde une position archi-dominante dans le marché agricole et une position dominante, puisqu'il a créé beaucoup d'agences, dans les espaces ruraux, alors que d'autres banques sont beaucoup plus centrées sur les marchés urbains. Et donc, de cette rapide histoire, je vais aussi vous faire une rapide histoire des pratiques de vente et des pratiques de démarchage commerciaux telles que j'ai pu la reconstituer à travers donc, les archives des caisses locales et des agences que j'ai étudiées et les mémoires des retraités que j'ai pu retrouver, avec 3 temps de fonctionnement, avec un fonctionnement bancaire de la caisse locale avant la création des agences, puis une montée en puissance de l'agence face à
à la caisse locale et au comité des prêts, et finalement le déclin de la caisse locale et l'omniprésence de la structure salariée dans la période contemporaine. Donc je ne vais pas beaucoup revenir sur la toute première période, je vais plutôt m'intéresser à la période de la montée en puissance des agences face à la caisse locale à partir des années 60 et de cette massive bancarisation et de développement de guichets dans tous les espaces réseaux. Et donc le fonctionnement de la caisse locale de l'époque pour octroyer des prêts fonctionne à partir d'un comité des prêts qui se réunit tous les samedis matins. Donc il y a quelques jours entre le moment du dépôt de sa demande de crédit et l'analyse par le comité des prêts qui lui accorde ou non l'octroi des prêts. Pour comprendre qui sont les personnes qui siègent au comité des prêts, c'est donc une structure mutuelle, c'est donc des administrateurs, et donc c'est une banque d'agriculteurs fondée essentiellement, donc ces administrateurs sont à 90% des agriculteurs. Et on est dans une période où la comptabilité n'est pas encore complètement généralisée, même si elle est aussi en avance de l'exploitation agricole par rapport aux autres mondes économiques. Elle est aussi peu fondée sur le diplôme, même s'il y a un début d'obligation de diplôme pour certains octrois de prêts. Et donc du coup, le système d'information économique, il est basé sur l'interconnaissance du groupe agricole qui est fortement structuré par un ensemble d'organisations agricoles, du syndicat avec une très forte domination de la FNSEA dans la zone d'enquête, avec les coopératives, avec les CUMA, avec un ensemble d'institutions collectives, et que le monde agricole fonctionne comme un groupe social avec une forte interconnaissance dans les échelles locales. Et donc du coup, la connaissance de qui est un bon, qui n'est pas un bon, est relativement bien partagée. Et donc du coup, c'est sur ces aspects, alors là on retrouve dans les comités des prêts certains éléments de jugement, certains il n'y a pas grand chose, hein, mais parfois il y a non, il faut voir comment ils se comportent, il y a des jugements moraux autour de la boisson, autour du comportement familial, et donc les réputations internes, donc ça déborde vraiment l'analyse strictement comptable des exploitations, on est vraiment dans un élément d'économie de face à face où se portent des éléments de jugement moraux sur les pratiques et l'honorabilité des différentes familles agricoles ou paysannes de la période. Donc ce système de crédit est aussi en contrepartie tenu par un personnel d'agence qui donc se développe à ce moment-là. Et donc au-delà de ces administrateurs qui sont dans la caisse locale et le comité des prêts, il y a l'agence avec une structure salariale et salariée. Et donc se développent ces agences avec trois postes, le guichet, le démarcheur, le directeur de l'agence. Et on a une hiérarchie entre le guichetier, on commence sa carrière guichetier, on devient après démarcheur, et ensuite, si on a la chance, on est directeur d'une agence ou directeur adjoint d'une agence selon la promotion qu'on a obtenue. Et cette banque, c'est une banque à la maison. C'est-à-dire, le démarcheur, il a une zone géographique. Et donc, il a une tournée mensuelle et il passe à récupérer le chèque de la paye de lait, à récupérer l'argent à déposer. Donc parfois il se ramène avec des sacoches pleines de billets. J'ai eu des histoires où les conseillers, enfin les démarcheurs, les démarcheurs se retrouvent bloqués dans le coffre de leur voiture parce que les gens savaient qu'ils passaient à tel endroit, donc ils ont récupéré la sacoche pleine de liquide à la fin de sa tournée. Donc c'est un ensemble de pratiques qui bien sûr ont été interdite par la suite, mais du coup c'est pour dire qu'on a une sorte de relation riche et ritualisée avec la banque ou le démarcheur qui passe en tournée ou qui tient une permanence dans un local du village, que les gens savent qu'il est à ce moment-là. Donc c'est une pratique de la banque au plus près des populations, c'est la banque qui se déplace. À partir des années 80, il y a un changement important dans la gestion de la relation bancaire, et qui, dans ma caisse régionale, c'est en 1989 qu'ils appellent ça le réseau 21, où on redivise le travail, non plus par un démarcheur à sa clientèle géographique, mais donc on parle maintenant de chargé de clientèle ou de conseiller bancaire, et le conseiller, c'est une répartition des portefeuilles de clients selon la haut de gamme, ça va être chargé de clientèle, et des dossiers plus complexes, et les conseillers sont sur les dossiers les plus faciles ou routiniers. Et donc c'est une hiérarchie dans la pratique bancaire, et la clientèle est découpée par secteur d'activité. La clientèle agricole,
la clientèle particulière et la clientèle des professionnels. Il y a une hiérarchie, en tout cas dans ma zone d'enquête. La clientèle la plus noble, c'est la clientèle agricole, c'est celle qui a les plus gros dossiers techniques du point de vue des encours, et c'est elle qui a aussi, comme je vous ai dit, de la structure sociale de l'espace en question, les revenus les plus conséquents. Et il y a 65% de la clientèle agricole qui est classée haut de gamme dans ma zone d'enquête. Et donc en bas de la hiérarchie, les particuliers, puisque effectivement les particuliers du Crédit Agricole dans cette zone, c'est beaucoup des classes populaires qui ont donc une matière bancaire beaucoup moins intéressante du point de vue de la banque. Donc du coup, la redistribution, on n'a plus un banquier qui a une zone géographique, mais un banquier qui a une zone géographique étendue par rapport à, même si ça reste à des petites échelles spatialisées, mais qui a pu une tournée, et tous les clients vont progressivement être disciplinarisés pour venir vers l'agence. On ne va plus vers, donc ça a été interdit d'aller collecter de l'argent chez les clients, le transport d'argent est donc interdit, la remise de chèques est pré-remplie, il faut aller remettre son chèque à l'agence, le guichet automatique se diffuse, et donc du coup le déplacement au domicile d'un client est devenu exceptionnel et il concerne vraiment que les très gros dossiers. Il y a eu un ensemble d'éléments du Crédit Agricole un peu intermédiaire avec des points verts ou des bus qui faisaient des tournées mais jusqu'à aujourd'hui on est maintenant essentiellement sur le modèle du rendez-vous en agence pour disciplinariser le client. Qui du coup fait une partie du travail lui-même avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, la gestion de ses comptes sur Internet, voilà. Du coup, l'octroi du crédit a elle-même été complètement modifiée, c'est-à-dire qu'au lieu de passer par un comité des prêts, par une information économique partagée dans un groupe d'interconnaissance, on a eu un ensemble de diffusion d'institutions qui formalise l'information économique, donc la diffusion générale de la comptabilité, les bilans, dès qu'un agriculteur arrive dans une agence, il arrive avec son bilan comptable qui a été formalisé par le centre de gestion qui gère les exploitations, et puis pour tout à chacun, ça va être sa feuille d'imposition, sa feuille de salaire, qui va justifier de ses revenus, son diplôme, pour les agriculteurs c'est un point important, et qui donc permettent de capter une information économique qui n'est plus nécessaire de la capter dans un groupe d'interconnaissance, puisqu'elle est diffusable et manipulable directement par la structure salariée. Au même moment se développent des systèmes justement quantitatifs de la banque de détail. Dans toutes les banques, ils notent les comptes sur les probabilités de défaut, sur le type de comportement, c'est toutes des techniques de scoring qui se diffusent également aussi dans le Crédit Agricole par des historiques bancaires. Donc on sait qu'à tel type de situation sociale, tel type de revenus, la probabilité de défaut est de 5%, donc le risque de temps, et donc on gère le risque par une logique probabiliste de masse. Et donc du coup, la structure administrateur, comité des prêts, qui captait l'information économique, devient un peu moins importante, alors que la structure salariée qui a l'information économique et qui a un système de notation par l'ordinateur qui dit rouge, jaune, vert selon l'encours que veut demander le client, qu'il soit agriculteur ou pas, permet une réactivité beaucoup plus forte si on est dans les clous d'un endettement possible, que son projet respecte la structure des risques préenregistrés dans l'ordinateur, préenregistrés avec votre historique bancaire. Et donc ça c'est devenu une législation autour de différents accords de Bâle, et donc du coup ça permet une réactivité de la banque et une gestion de son risque. Et donc du coup, la structure du pouvoir de donner le crédit bascule du côté de la structure salariée. Et tout ça, ça va avec un système de délégation de signature, c'est-à-dire que plus on est bas dans la hiérarchie bancaire, moins on a une capacité à dire directement oui à un prêt, mais plus on est haut, le directeur d'agence a, selon les statuts, une capacité de signature plus élevée, et si ça dépasse ses encours possibles, ça remonte à la caisse régionale. Et avec un avis demandé maintenant au comité des prêts, mais qui n'est plus une décision, c'est juste un avis consultatif. Du coup, le comité des prêts devient, du point de vue de l'octroi des crédits, beaucoup moins significatif. Et d'ailleurs, beaucoup d'administrateurs que j'ai pu rencontrer se demandent quelle est l'utilité de leur position dans cette structure nouvelle du Crédit Agricole, enfin nouvelle depuis 20 ans. Et donc, on observe aussi en parallèle, il faut que je vois que j'aille, j'ai beaucoup de temps, on observe en parallèle une mutation de ces administrateurs qui sont de moins en moins agriculteurs, mais ils étaient 90% agriculteurs dans les années 60, ils sont encore 60% agriculteurs, sinon c'est des autres professions indépendantes et un peu de salariat, il y a une quinzaine de pourcents de salariat dans les données que moi j'ai pu collecter. Et
Et du coup, les administrateurs qui étaient les piliers du monde agricole local, on était souvent le maire, l'administrateur, le directeur de la coopérative, ce que Sylvain Maresca appelait les dirigeants paysans, avoir une place au conseil d'administration du Crédit Agricole était une des places d'honorabilité du monde agricole. Aujourd'hui, on ne se bat pas pour être administrateur du Crédit Agricole, on se bat moins, à part pour être directeur de la caisse locale ou régionale. Et donc du coup, on a cette mutation dans la sociologie face à des administrateurs face à un désintérêt, et on a aussi une mutation dans la sociologie des salariés du Crédit Agricole. Les salariés du Crédit Agricole étaient historiquement beaucoup des hommes, fils d'agriculteurs locaux, qui réussissaient à une petite distinction scolaire et rentraient dans une logique bancaire, et qui devaient tout au Crédit Agricole, qui les avait formés, et qui finissaient par arriver pour certains très haut dans les structures bancaires, mais pouvaient espérer une trajectoire jusqu'à directeur adjoint d'agence, ou dans beaucoup des cas, dans ceux que j'ai pu rencontrer. Et aujourd'hui, on a une mutation, ça s'est extrêmement féminisé, et c'est devenu beaucoup plus alloctone. C'est des femmes qui viennent des régions, des centres urbains locaux, qui rechignent plus ou moins à aller travailler dans les caisses, dans les agences locales, et qui ont une distance au monde agricole. Et donc, du coup, il y a une forte rotation aussi de ces personnels, et pareil sur les juste sur les directeurs d'agence. Les directeurs d'agence, il y avait aussi le modèle du cadre qui avait une épouse qui ne travaillait pas et donc qui s'était mobile, ils pouvaient s'installer sur place. Alors que là, moi, ceux que j'ai vus, c'est tous des directeurs d'agence qui sont mariés à une femme qui a elle-même cadre, et qui donc est à Troyes ou à Dijon, et ils ne peuvent pas déménager le couple, et donc ils sont là pour 2 ou 3 ans, et tout le monde sait qu'ils sont de passage, ils font leur temps, ils font des navettes. Donc la présence locale de la structure salariée du Crédit Agricole en termes de résidence a été largement modifiée dans ces périodes. Et donc du coup, et même le Crédit Agricole le favorise, c'est-à-dire favorise la mobilité pour progresser dans la structure bancaire. Il faut être mobile, il faut changer d'agence, changer de lieu, et donc du coup c'est à l'échelle des cadres, notamment ils sont à l'échelle de la région, de la caisse régionale qui s'est regroupée autour de 4 départements. Et donc, et c'est même presque une logique de déontologie, c'est-à-dire que moi j'ai eu plusieurs cas sur le terrain où être trop proche de cette clientèle, ça pose un problème. Il y a un cadre qui a finalement été viré du Crédit Agricole, qui était lui trop proche, qui était justement un des modèles anciens, qui était un fils d'agriculteur, lui-même agriculteur par ailleurs, et qui, bien sûr, enlevait tous les frais bancaires à chaque coup de ses clients, et donc après il a eu un problème sur un de ses dossiers, et donc il a été exclu du Crédit Agricole. Donc tout ça pour vous dire, parce que là je vois que mon temps est déjà passé, pour vous dire 2 choses. Et donc cette personne qui a été exclue du Crédit Agricole, qui était au cœur du monde agricole, qui quand il y a un enterrement, lui, d'un agriculteur, est à l'enterrement de la famille en question parce qu'il fait partie de ce monde, alors qu'en agence on n'y va pas parce qu'on n'ose pas aller dans ce monde agricole. Et lui, quand il a été viré du Crédit Agricole, il a refusé les indemnités, il disait qu'il n'a fait aucune erreur, il s'est monté comme conseiller financier. Et il a capté l'essentiel du cœur de la clientèle par ses réseaux interpersonnels, en étant disponible tout le temps, le dimanche, quand les autres ne veulent pas travailler le dimanche. Et donc, du coup, par son capital d'autonomie, maintenant, le fait qu'il est extrêmement inséré, toute sa famille agriculteur, il est très connu localement, c'est un pilier du club de foot, bref. Et du coup, il a capté une clientèle, et maintenant, il fait jouer la concurrence bancaire locale sur chacun des dossiers en question. Donc, je conclus pour apporter mon grain de sel à la discussion sur le concept de confiance, pour en proposer d'une certaine manière une définition que je pourrais qualifier moi de durkheimienne par rapport à l'idée que la confiance est avant tout quelque chose d'interpersonnel, une approche punitiviste ou psychologique de la confiance. Moi je pense qu'elle est vraiment, dans ce que j'essaie de montrer, insérée non pas dans un crédit chaud qui serait interpersonnel et lié à des formes d'interconnaissance, parce que la clientèle centrale de conseiller particulier, là, il est au cœur des gens dominants du coin. Et bien sûr qu'on est un peu exclu du groupe central, les classes populaires locales n'ont absolument pas recours à cette personne. Donc et la famille n'est pas nécessairement un lieu c'est un lieu de forte interconnaissance, mais c'est un lieu exclu des fortes dominations sociales. Il suffit de voir comment explosent les familles agricoles quand elles sont en GAEC. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'un côté le crédit interpersonnel qui fait des confiances chaudes et rassurantes et des contrats qui seraient froids et méchants. Il y a une économie de face
face-à-face où le contrôle de l'information est dans un groupe de pairs avec toutes les asymétries possibles et les violences sociales possibles dans les groupes d'interconnaissance, avec les exclusions selon il voit trop, il est pas sympa ou je sais pas quoi, donc ça c'est aussi des formes de violence. Donc, mais c'est un contrat, c'est une confiance qui fonctionne, les deux, à mon avis, qu'ils soient contractuels ou de face à face, sur une économie de gentrification ou des économies de face à face, sur des institutions sociales. Et l'économie de face à face, elle fonctionne sur des institutions sociales qui sont des groupes sociaux. Ça peut être le groupe agricole, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être ce qu'on veut, mais c'est des groupes sociaux qui ont des formes de normes, de règles. Et le passage à une économie d'identification, c'est d'autres institutions sociales qui, là, en plus, la forme d'institution au sens dur, ça va être le fisc, l'entreprise qui doit garantir qu'un salarié, ça va être le système de bilan comptable, qui sont un ensemble d'institutions qui formalisent d'une manière ou d'une autre, ou qui mettent en série d'une manière ou d'une autre, des techniques de hiérarchisation de l'information économique. Voilà, je m'arrêterai là. Ok, bonjour. Je suis aussi, moi aussi, très heureux d'être là et je vais vous parler du vote par procuration. Donc le vote par procuration, vous savez ce que c'est donner sa voix à quelqu'un pour qu'il la dépose dans l'urne à votre place. Alors, je vais commencer par il faut appuyer, j'imagine. On passe au suivant. Ah non, il faut appuyer sur... Hop, ok. Donc l'instauration du suffrage universel masculin, en fait, en 1848, s'est accompagnée de dispositifs matériels qui visent à assurer la sincérité du scrutin, mais aussi qui visent à assurer que ce soit bien un individu qui vote. Et les formes matérielles que prennent l'acte de vote, en fait, construisent l'individu. Et si on prend l'exemple de la carte électorale ou même de l'isoloir, eh bien ces dispositifs matériels, je cite Alain Garrigou, prolongent et exhibent une individuation du vote, et ce n'est pas un simple dispositif technique, ça matérialise les schèmes individualistes de la citoyenneté. Et donc tous ces dispositifs ont pour but de séparer l'électeur de son réseau de relations, d'établir un espace propre à l'expression de son fort intérieur et finalement de constituer un individu politique autonome, responsable de ses actes, décidant seul, individuellement, de la destination de ses suffrages. Avec, bien sûr, la création d'un secret, le secret du vote. Et l'organisation concrète du vote par procuration questionne cette lecture des dispositifs matériels, puisqu'à côté de la matérialisation des schèmes individualistes de la citoyenneté, eh bien, on voit avec le vote par procuration une matérialisation des schèmes relationnels de la citoyenneté. Et donc, c'est ce qu'on va étudier ici, avec cette forme de vote qui est une forme dérogatoire et qui instaure une forme limitée de vote plural, puisque le mandataire dispose de toute la latitude pour s'exprimer personnellement à 2 reprises, avec son vote propre et le vote qu'il a reçu. Donc l'examen du vote par procuration va permettre de dessiner des contours normatifs de la bonne confiance en politique, confiance qui émerge d'un individu citoyen qui manifeste son autonomie politique en déléguant son vote à un tiers et qui est soutenu par des dispositifs de contrôle pour ne pas être abusé, notamment par les élus municipaux. Donc mon propos va se dérouler en trois parties. Je vais décrire à grands traits l'histoire législative du vote par procuration, parler un peu des dispositifs de contrôle et enfin insister sur certaines des justifications qui sont avancées en appui à la libéralisation de cette modalité de vote. Alors le vote par procuration, il est créé en 1946 sous la forme non pas seulement d'une dérogation, mais d'une dérogation à la dérogation. Et je vais vous parler ici d'un ensemble de débats parlementaires. Donc en fait, c'est jusqu'à 1944, en fait, il n'y a qu'une seule sorte de vote, c'est le vote direct, individuel.
Mais au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en fait, il y a une brèche dans le vote direct, avec la possibilité donnée aux réfugiés de guerre de voter par correspondance. C'est d'abord la reconnaissance de leur souffrance, de la souffrance de guerre, et la reconnaissance de l'importance des déplacements de population qui explique cette dérogation. Mais en fait, deux procédures dérogatoires sont mises en place. Le vote par correspondance, qui s'applique donc aux réfugiés de guerre, et puis ensuite aux malades, etc. Et le vote par procuration, qui est destiné aux marins, aux fonctionnaires d'État dans les navires câbliers et à certains militaires. Et la procuration n'est autorisée en bref que dans des situations où le vote par correspondance n'est pas possible. Elle est présentée comme une dérogation à la dérogation principale étant le vote par correspondance. Et au fil des années, d'autres situations sont reconnues, donc les militaires envoyés en Corée, les ouvriers agricoles saisonniers, les étudiants pauvres éloignés de leur domicile, les fonctionnaires en mission dans les navires baliseurs, etc. Toute une série, année après année, de groupes qui font reconnaître qu'ils sont éloignés du bureau de vote et qui donc sont reconnus par les députés comme une raison légitime à la procuration. Mais le vote par procuration, en fait, se développe surtout à partir des années 70, quand le vote par correspondance est supprimé. Vote par correspondance qui était à l'origine de fraude électorale à grande échelle et qui donc est supprimé en 1975. Et à ce moment-là, en fait, les personnes qui organisaient les fraudes électorales à grande échelle à partir du vote par procuration, à savoir les élus corses, eh bien, essayent de faire reconnaître la légitimité d'une extension du vote par procuration pour ne pas perdre, en fait, les ressources électorales dont ils bénéficiaient. Donc, en 1975, est reconnu ce qu'ils appellent une réalité sociologique, c'est-à-dire le grand nombre de personnes originaires de Corse qui travaillent et résident en dehors de leur département d'inscription, et le code électoral reconnaît que ces personnes qui travaillent et résident à la fois en dehors de leur département d'inscription puissent avoir droit à la procuration. Alors, toutes ces procédures de dérogation à la dérogation suscitent toute une série de soupçons, et donc, à partir des années 1980, le vote par procuration est restreint, puisqu'il apparaît maintenant comme le support de fraude importante. Et en 1988, les Corses du continent sont privés de leur procuration. Le fait de résider et de travailler en dehors du département d'inscription n'est plus une raison valable. Mais à partir de 1993, voit s'imposer une forme de libéralisation du vote par procuration dont le caractère dérogatoire en fait est de moins en moins évident, et la dernière période qui s'inaugure à partir de 2003 et dont je parlerai un peu après en fait donne à tout le monde la possibilité de voter par procuration à la suite d'une simple demande. Alors il faut parler des dispositifs de contrôle. Donc, le premier dispositif, un ensemble de dispositifs sont des dispositifs a priori. Et le premier d'entre eux, en 1946 jusque dans les années 70, c'était le témoignage. Pour avoir droit à la procuration, celui qui souhaitait faire une procuration, le mandant, devait présenter en plus des papiers deux témoins chargés d'appuyer la réalité de l'impossibilité de sa présence auprès donc, des gendarmes ou des policiers. La logique du témoignage s'imposait à une époque où en fait, l'identification des citoyens par les papiers était incertaine, étant donné les tout débuts de la carte nationale d'identité. Les témoins disparaissent au bout d'une quinzaine d'années, mais la comparution de l'électeur devant une autorité qualifiée, pour vous en donner un exemple, n'a toujours pas disparu, et cette comparution est justifiée comme présentant des garanties supérieures à la vérification de l'impossibilité de déplacement. Donc un ensemble de dispositifs a priori qu'il faut surveiller, qui sont les personnes qui cherchent à faire une procuration. Un autre dispositif a priori, c'est le coût. Et les députés et les sénateurs sont attentifs à ce qu'elle soit coûteuse. L'établissement d'une procuration doit rester coûteuse, en temps ou en démarche, pour rester une pratique rare dont le caractère dérogatoire sera manifeste. Et donc, les députés disent donc que c'est au prix d'un minimum d'efforts que l'adhésion à la démocratie se construit. Je vais vous citer un exemple. Pensez-vous que vraiment qu'une telle chance, la démocratie puisse subsister si les citoyens ne veulent jamais la payer d'aucune peine, se demandent les députés en 1975. Et cet argument est mobilisé pour restreindre les possibilités de vote par procuration, avec des arguments dans les années 90 comme l'organisation des élections n'est pas un service public pour lequel il serait légitime de mettre à disposition des usagers un maximum de facilité. Non, ça doit rester un acte volontaire par lequel on se rend ensemble. Mais cette difficulté d'établissement et donc ce coût, c'est aussi une garantie
contre ce que certains députés appellent les procurations téléguidées. Si l'établissement des procurations est coûteux, le prix limite en fait les risques de fraude, puisque chaque militant politique qui souhaite avoir une procuration devra travailler pour avoir un vote supplémentaire. Ensuite, on a des dispositifs de contrôle a posteriori, une série d'éléments qui visent à rendre visibles les procurations et à les différencier matériellement des votes directs. Ainsi, les listes électorales et les listes d'émargement, vous en voyez ici un exemple, doivent indiquer les procurations à l'encre rouge pour repérer rapidement le nombre de votes par procuration, pour permettre le contrôle citoyen. Et une fois les procurations établies, les attestations qui ont permis leur établissement doivent être conservées au moins 6 mois, de la même manière qu'un registre est tenu à la disposition de tout électeur, registre qui établit la liste des procurations d'une commune, donc des modalités de contrôle de la réalité des procurations, afin que les fraudes puissent être repérables. Donc comme on peut le constater, cette relation de confiance interpersonnelle entre deux personnes est soutenue par une série de dispositifs matériels qui la contrôlent et qui contraignent son expression. Mais en fait, ce que l'on voit aussi, c'est qu'une forme de procuration est discutée par les députés et les sénateurs. Au-delà de la forme idéale imaginée de la procuration, qui s'établit entre proches, dans la famille, etc., d'autres formes de procuration existent qui passent par l'intermédiaire d'élus ou de militants politiques. Et il peut être simple, en effet, pour un électeur de trouver un mandataire par l'intermédiaire de militants en s'adressant à une permanence électorale, militant qui est plus intéressé par le résultat des élections qu'un ami, et militant dont on connaît le vote, alors que l'ami ou le frère peut toujours trahir la possibilité de vote. Alors que le militant pour Charles de la Verpillière ou Jean-Luc Mélenchon probablement votera pour la personne pour qui on lui a demandé de voter. D'autant plus que les parlementaires ont, par leur expérience variée de militants et de candidats, connaissance de ces formes concrètes de relations de procuration quand ils sont sollicités par des proches, par des personnes qui n'ont pas de proches dans la commune dans laquelle ils sont inscrits. Et alors, en fait, jusqu'à 1982, un électeur inscrit en France pouvait recevoir jusqu'à 5 procurations, notamment en provenance de Français expatriés. Et quand le gouvernement de François Mitterrand en 1982 souhaite limiter à 2 le nombre de procurations, des élus s'insurgent et vendent la mèche en disant « mais vous allez rendre caduque une pratique qui rend service à tous », en gros qui nous rend service, nous, députés. Et il s'explique, cet élu. Le seul moyen pour quelqu'un qui n'a pas de parents ou d'amis en qui il a totalement confiance, c'est de s'adresser à telle organisation ou telle formation politique, en lui demandant de choisir un mandataire. La meilleure solution, c'est de s'adresser à la formation politique. Ce système, donc l'accumulation de procurations, permet au mandant d'avoir des garanties sérieuses que son vote soit respecté. Et donc, plus récemment, d'ailleurs, différents partis politiques ont mis en place des plateformes numériques d'échange de voix sur Internet, dispositif privé d'établissement de procuration où un électeur peut indiquer qu'il cherche un mandataire militant, dispositif qui touche des électeurs que le porte-à-porte ou le tractage n'arrive plus à toucher. Et donc, entre le vote au village par attachement affectif au petit pays d'enfance, qui donne la procuration aux parents, ou la délégation de voix à un militant politique inconnu, mais qui respectera la demande, c'est une nouvelle conception de l'électeur qui émerge petit à petit. Un électeur cherchant à agir à distance, à faire usage électoral des relations dans lesquelles il est inscrit. Et donc on voit émerger cette nouvelle conception du citoyen mobile et fiable. Le cœur de la justification des premières formes de dérogation, en 1946, c'était sur l'idée de contrainte, et principalement de contrainte au déplacement. Les fonctionnaires en mission dans les navires câbliers étaient contraints au déplacement lointain. L'électeur est pensé comme un être attaché à son lieu d'inscription, sauf dans des cas pathologiques d'éloignement. Mais à partir des années 1970, c'est un autre ensemble de justifications qui émerge. Le déplacement est moins décrit comme une contrainte que comme un mode de vie. Il s'agit moins d'un déplacement forcé par le travail que de mobilité. Donc les députés disent, avec l'essor des communications, la mobilité de nos citoyens se développe. La présence le dimanche des électeurs est moins fréquente. Il faut tenir compte de la mobilité de la société. C'est le contenu même de la notion de vacances qui a changé. Donc là, je cite plein de députés. Les retraités mènent une vie où de plus en plus souvent les loisirs, les déplacements et les relations tiennent une place inédite.
L'âge n'est plus synonyme d'immobilisme. Notre société est de plus en plus mobile, affirme encore un député, et face à cette mobilité chronique, c'est l'obligation de devoir être présent pour voter qui apparaît comme une contrainte. C'est l'immobilité qui apparaît comme forcée. Or, si on souhaite lutter contre l'abstention, nous disent députés et sénateurs, il ne faut surtout pas contraindre les électeurs, il faut rendre possible la mobilisation des liens de confiance qu'ils entretiennent avec des électeurs moins mobiles, coincés sur place. Et donc, en fait, les modes de contrôle disparaissent petit à petit, avec un renversement en 2003, où après plus de 50 ans de méfiance et de contrôle, le début des années 2000 voit un brutal changement de perspective. Les procédures de contrôle a priori disparaissent, pour une partie d'entre elles, et l'exigence maintenant, c'est que l'État doit faire confiance aux Français. La logique de confiance doit se substituer à une logique de méfiance, et les procurations doivent reposer désormais sur des attestations sur l'honneur. Et les députés, un rapporteur dit, c'en est fini des procédures perverses, le contrôle a priori apparaissant comme pervers. C'est cette logique de confiance qui s'étend même aux élus locaux, avec la demande de nombreux députés que les maires soient les autorités devant lesquelles les procurations soient établies. Et plus récemment, en fait, la pression est développée pour dématérialiser les votes par procuration, puisque les procurations coûtent cher. Donc un rapport de l'Inspection générale de l'administration évalue le coût des votes par procuration à plusieurs millions d'euros, alors qu'auparavant le coût individuel déplacement, temps passé à s'inscrire était décrit comme signe de bonne santé démocratique. Maintenant le coût collectif passe au centre et il doit être réduit car il est un signe de mauvaise utilisation des ressources publiques. Et ici le discours de la confiance est en lien avec un discours qui vise à réduire les dépenses de l'État. Ouais, et j'en viens à ma conclusion. Donc la libéralisation du vote par procuration, ici, bénéficie aux plus mobiles des électeurs, qui tendent à devenir une figure importante, utilisée comme justification lors des débats parlementaires. Cet électeur, c'est toujours pas l'électeur modal, ni la figure la plus typique, ça reste encore l'électeur individuel qui vote seul, qui est inscrit dans la commune dans laquelle il réside, etc. Mais cette figure tente à remettre en cause l'hégémonie de cet électeur individuel et autonome. D'abord parce que cette figure déconnecte l'électeur de sa commune, alors même que les scrutins ont lieu dans les communes, et parce que ces électeurs qui ont recours à la procuration ont de fait plusieurs lieux de vie permanents ou temporaires, puisque leur résidence au moment du scrutin n'est pas leur lieu d'inscription, et ça fait partie d'un phénomène plus large qui touche près de 17% des personnes inscrites qui ne sont pas inscrites sur leur lieu de résidence. Et du coup, le vote par procuration tente à reconnaître que ce qui préside à la participation politique, c'est pas tant le désir de voter, ni la confiance généralisée qui est placée dans la démocratie représentative, mais l'existence, pour certains, d'une relation interpersonnelle de confiance ou une relation de délégation. Parce que ce qui compte pour trouver ces votes, c'est la relation avec un autre électeur. Et je m'arrête ici. Merci.